Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux. Alors, je vais me présenter rapidement avant. Donc, je suis dev depuis à peu près 12 ans, sur du full stackish, on va dire. Je suis orienté plutôt sur les pratiques craft, sur un petit peu de DevOps, la qualité de code, l'architecture, etc. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent quand même plutôt pas mal. Et je me suis un peu sorti les doigts il y a quelques mois pour intégrer l'IA là-dedans. Parce que je discutais avec un mec qui était un peu très bon dans l'IA, qui me disait on va se faire rouler dessus. Donc, je m'y suis mis un petit peu. Donc, dans ce talk, je vais essayer de vous présenter comment moi, j'essaie de bosser avec l'IA en intégrant les pratiques craft pour maintenir la qualité. Je ne suis pas expert IA, donc tout ce que je dis, évidemment, c'est débattable. Donc, n'hésitez pas. Donc, le sujet du talk, c'est du vibe code au spec exécutable, reprendre le contrôle dans le chaos génératif. Donc, on va parler du vibe code, on va le définir, on va parler de la qualité, on va essayer de la définir. On va se poser la question de savoir si le vibe code produit des applications de qualité, même si on a quand même une petite idée. On va se poser la question de l'IA en général, comment est-ce qu'on peut produire des applications de qualité avec l'IA. Je vais vous montrer le workflow que j'ai actuellement avec l'IA, avec une démo si j'ai le temps, si je me presse un peu. Évidemment, il y aura une conclusion à la fin. Donc, est-ce qu'on peut vibe coder des applications de qualité? On va partir de la définition du vibe code, qui est un peu souvent oublié quand on parle de vibe code. Finalement, à la base, c'était donc André Carpati qui avait tweeté ça, si je ne dis pas de bêtises. Grosso modo, il disait je suis en train de tester une nouvelle façon de coder. Je balance ce que je veux en prompt. J'oublie que le code existe. Je me laisse aller dans le flow. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, ça marche plutôt pas mal. Donc, ça ne marche pas forcément parfaitement. Ensuite, on va essayer de définir la qualité. Alors, je me suis basé sur la définition du manifeste agile, enfin, les définitions. Une application de qualité, c'est une application qui est opérationnelle, donc qui fonctionne, qui apporte de la valeur, c'est-à-dire elle répond à une problématique métier. Elle soutient l'évolutivité et la maintenabilité, donc en fait, on peut la mettre à jour régulièrement, sans tout péter. Elle reste simple, alors ça c'est très subjectif, qu'est-ce que c'est simple, mais elle reste simple, et elle peut être livrée fréquemment. Donc, dans le sens de pouvoir livrer plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que le vibe code produit des applications opérationnelles et qui apportent de la valeur? Les problématiques que je vois, moi, déjà juste là-dessus, c'est que, par défaut, les specs qu'on va mettre dans le vibe code, je parle bien sûr du vibe code, hein, pas de l'IA avec autre chose, mais du vibe code, c'est que les specs, elles vont être éphémères. C'est-à-dire qu'on va dire ce qu'on veut en prompt à l'IA, et en fait, pouf, ça va disparaître. Parce que le prompt, techniquement, il est éphémère, il disparaît après qu'on ait rentré quelque chose. Ensuite, forcément, les specs qu'on va mettre, vu qu'on est dans un prompt, donc on est assez limité, ça va être flou. Ça va pas être hyper exhaustif sur ce qu'on veut. Et bien sûr, on a le langage naturel qui est très ambigu. Quand on communique entre deux personnes, déjà, c'est ambigu. Je crois qu'il y a un truc de Bernard Werber qui disait entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l'autre entend, ce qu'il veut entendre, etc. Donc forcément, ça soulève des ambiguïtés. Et ça, l'IA, elle va se prendre en plein de tronches, ces ambiguïtés. Et grosso modo, ce que ça va entraîner comme conséquence, c'est que ça va être super difficile de vérifier que tous les scénarios, en fait, ils sont opérationnels, que les fonctionnalités fonctionnent bien par rapport à ce qu'on attend. Ensuite, l'IA, vu que le langage naturel est ambigu et que les specs sont flous, elle va prendre des décisions. Bon, il y a des choses qu'on n'a pas spécifiées, forcément, l'IA elle va dire « Ok, ça n'a pas été spécifié, je vais décider de faire ça comme ça », sans forcément nous le dire. Et c'est des scénarios parfois qui sont clés, hyper importants sur la valeur métier. Et ça va être très difficile de vérifier si la valeur attendue est celle que nous on attendait, parce qu'en fait, on a fait disparaître nos specs. Comment est-ce qu'on vérifie que les specs correspondent à ce que l'IA a généré? En fait, on a tout fait disparaître. Ensuite, est-ce que le vibe code il produit des applications simples, évolutives et maintenables? Donc là, on a les limites qui vont être les problématiques qu'on a un peu tous rencontrées, des erreurs de contexte, des hallucinations, des biais, la sensibilité au bruit, etc. Dans le vibe code, j'ai mis peu, mais en fait, on met pas de cadrage de convention de code, etc., parce qu'on oublie que le code existe finalement. Il y a beaucoup de code défensif qui va être généré, donc du code mort qui ne sert à rien, parce qu'en fait, on n'en a pas besoin, mais l'IA va le générer quand même. Et vu que c'est du vibe code, encore une fois, on oublie que le code existe, donc on ne va pas toucher au code manuellement. Les conséquences qu'on va avoir à ça, c'est évidemment ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas faire confiance au code généré. Ça marche à peu près. La complexité, elle va être accrue, surtout la complexité inutile. On est dans une sorte de vendor lock-in. Encore une fois, on oublie que le code marche. Donc en fait, on passe par l'IA et on est obligé de passer par l'IA après.
Donc, on est bloqué avec l'IA. Et je reparle des études Dora. Une hausse de l'adoption de l'IA, ça a créé une baisse de la stabilité des logiciels. Donc, sur le code de maintenabilité, on n'y est pas trop. Ensuite, est-ce que le vibe code génère des applications, j'ai oublié le S sur tous les slides, excellent, qui peuvent être livrées fréquemment? Souvent, quand on fait des prompts, encore une fois, on va demander une fonctionnalité et il va y avoir un gros batch de modifs qui va être fait. Ça va être assez difficile de vérifier, après coup, ça revient un petit peu le point 1, de vérifier que tous les scénarios utilisateurs développés avant, je sais pas, hier, avant-hier, il y a un mois, ils sont toujours opérationnels. En fait, j'ai pas noté tout ça, j'ai pas récupéré, j'ai pas stocké tout ça. Et encore une fois, on a peu de confiance dans le code ou dans le rendu. Ce qui va entraîner des risques de régression super élevés quand on ajoute des fonctionnalités. Chaque fois qu'on fait du vibe code et qu'on ajoute une fonctionnalité, on est un peu comme ça, se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Et les études Dora montrent en fait que l'adoption de l'IA, ça entraîne une baisse de la livraison. Donc on a moins de livraison, on est moins productif entre guillemets avec l'IA, ça, on livre moins souvent. Donc est-ce que le vibe code génère des applications de qualité? Toujours pas mieux. Non, clairement, le vibe code ne produit pas des applications de qualité. Par contre, est-ce que l'IA génère forcément des applications de mauvaise qualité? C'est pareil, on est sur du non. Pour moi, on peut cumuler le meilleur des deux mondes. Je vais vous présenter là les pratiques que moi j'utilise pour la qualité, pour faire de la qualité avec l'IA. Donc ça va rejoindre finalement toutes les pratiques craft que tu as évoquées tout à l'heure. Pour la partie, les specs sont flous en entrée, les specs sont pas détaillés, etc. On va avoir encore une fois la solution dans les pratiques craft et dans les pratiques agiles. C'est-à-dire qu'on a plein d'ateliers, le TDD, la TDD, le Behavior Development, le Domain Driven Design, qui nous proposent plein de choses pour avoir des specs qui sont plus détaillés et qui correspondent à ce que le métier attend. Pour les évolutions faciles, en fait, on va essayer de rendre le code modulaire et orienté sur le métier. Donc ça, c'est pareil, on a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Des arborescences orientées métier, on parle de la streaming architecture, des modules, on peut parler de microservices, on peut parler de vertical slide. Donc tout ça, ce sont des techniques qui vont permettre de dire, OK, je centre mon code sur les fonctionnalités, non plus sur la technique. Bien sûr, il y a la technique qui rentre en compte, bien sûr. Pour les évolutions faciles, on essaie de faire des small steps, c'est-à-dire qu'on ne part pas sur des gros batchs de modifs, et ça, c'est le TDD ou l'intégration continue. Et éventuellement, un commit, un scénario. Pour vérifier que le comportement attendu, le comportement est bien celui qu'on attend, quand je dis on, c'est le dev, le métier, n'importe qui dans l'entreprise, et qu'il n'y a pas de régression, toujours pareil, on va pouvoir utiliser des tests automatisés, des critères d'acceptation, ce qu'on appelle des specs exécutables, parce que le terme spec exécutable, il revient un peu au bout du jour, il n'est pas vraiment récent. Et pour ça, on va utiliser pareil, le behavior development, les pipelines CI/CD pour vérifier automatiquement qu'on n'a rien pété quand on livre, etc. Désolé, j'ai mis plein de mots-clés, comme ça fait un peu nuage. Pour revenir facilement sur le code en cas de mauvaise décision de l'IA, parce qu'elle en prend quelques-unes quand même, des mauvaises décisions, on peut faire pareil, des petits commits, des commits incrémentaux, où on va pouvoir, ce que j'ai dit tout à l'heure, faire un scénario, un commit. Donc on essaie de committer très souvent dans la journée, pour pouvoir revenir en arrière assez facilement sur, tiens, ce scénario, il a foiré, donc on revient en arrière. Pour le contrôle sur le code, ces conventions de son architecture, déjà, il faut en avoir une, et il faut la spécifier. Après, ça peut être n'importe laquelle, c'est un peu subjectif, mais pas forcément. On peut avoir la clean archi, on peut avoir certains patterns du domaine driven design, solide, ce que vous voulez. Et pour la suppression de la complexité inutile, c'est-à-dire pour éviter que l'IA génère du code qui ne sert à rien, qui est défensif par nature, on peut utiliser évidemment le TDD. Et les plus ou moins variantes, le BDD et la TDD. Donc je vais vous montrer comment j'ai essayé d'intégrer toutes ces pratiques dans l'IA, dans l'utilisation de l'IA, pour avoir un process qui actuellement me convient plutôt pas mal, qui va sûrement changer dans 2 semaines et qui est différent d'il y a 2 semaines. Mais actuellement, ça fonctionne plutôt bien. Donc on va avoir quelques phases, la partie métier, évidemment, et ensuite la partie plutôt technique. Donc sur la partie métier, la première étape, elle ne change pas par rapport à avant, c'est la partie de spécification du domaine. Comment est-ce qu'on rédige des user stories, des règles métiers? Donc ça, pareil, ça n'a pas trop changé avec l'IA, les user stories non techniques, on ne fait pas de référence à lui, pas de référence à la stack technique, etc. On se concentre sur le comportement et on les priorise. Ensuite, j'ai essayé pour chaque partie de faire input, acteur, output, ce qui revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en entrée, qu'est-ce qu'on ressort de tout ça, et les acteurs. Donc en input, on va faire les ateliers d'exploration, de discussion, qui sont liés au behavior development, à l'agilité, au domaine driven design.
Les acteurs, ça va être Triamigos. Ça, c'est un concept de l'agilité et pareil du BDD. On se dit, en fait, celui qui va faire les user stories, c'est pas que le PO, en fait. Tout le monde va pouvoir participer à ça parce que tout le monde a un point de vue qui est intéressant là-dessus. Le dev, les QA, etc. Et l'output, ce que ça va ressortir, avec un petit oubli de majuscule, ça va être les user stories et les règles métiers dans les fichiers MD ou les outils de gestion de projet. Ensuite, une fois qu'on a rédigé ces user stories, qu'on les a priorisés, pour les user stories qu'on a priorisés, on va rédiger les scénarios. Les scénarios, ça va être des exemples, en fait, avec la syntaxe given when then. Donc, étant donné que, je reprends l'exemple de tout à l'heure, étant donné que je n'ai pas de commande dans mon panier, quand j'ajoute un produit avec tel identifiant, tel prix, dans ce cas-là, il doit se passer ça. On va spécifier de manière détaillée. Le but, c'est de lever le plus possible les ambiguïtés. Et ça fonctionne en team, mais ça fonctionne aussi, bien évidemment, avec l'IA, de lever les ambiguïtés. Et donc, ces exemples-là, ces scénarios, ils vont nous servir de critères d'acceptation. C'est est-ce que mon logiciel marche par rapport à ce qui est attendu ou pas. Et ça, je l'ai figé. On l'a stocké, et ensuite on peut le faire évoluer, mais en tout cas, à l'instant T, ça nous sert de validation pour savoir si le logiciel fonctionne comme attendu. Donc en input, pareil, on va avoir des explorations, des discussions, des ateliers, comme l'example mapping, où on vient faire des exemples, etc. Les acteurs, toujours pareil, ça va être le PO, le dev, le QA, enfin tous ceux qui peuvent participer à ça et qui ont un point de vue intéressant, et assisté par ChatGPT pour rédiger les scénarios de manière un peu plus rapide quand on a des règles métiers. En output, en sortie, on va avoir toujours pareil des fichiers MD où on va stocker ça dans des outils de gestion de projet. Enfin, on rentre dans la phase plutôt technique. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va développer manuellement, à l'ancienne, entre guillemets, quelques fonctionnalités où on va mettre tout ce qu'on veut en architecture, en convention de code, etc. Donc là, on va faire attention au code généré, on va le faire manuellement. On peut s'aider éventuellement de Copilot et tout ça. Enfin, je dis on comme si c'était un acquis. En tout cas, c'est ce que je fais, je ne veux pas imposer. Mais en grosso modo, je m'aide de Copilot et de ça pour m'aider à générer le code, mais j'essaie de le développer au maximum manuellement, d'avoir le contrôle sur absolument tout ce qui se passe, pour avoir en fait que mes IA aient un exemple de comment je bosse, ou comment on bosse en team. Et en sortie, là, on va voir évidemment le code. Ensuite, on va passer dans la phase d'extraction de l'ADR, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pris comme décision sur la partie technique, quelles sont mes conventions de code, quelles sont mon architecture. Et ça, il y a un moment, j'avais l'habitude de le rédiger manuellement en mode je fais comme ça, je fais comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que, en disant à Claude d'analyser mes pratiques et de les stocker dans un fichier, il était vachement plus pertinent que moi. Et il savait vachement mieux les réutiliser derrière. Donc, j'utilise Claude. Je développe mes fonctionnalités, j'utilise Claude et je lui demande d'analyser et de sortir tout ça dans un fichier d'ADR, de design technique. Donc l'input, ça va être le prompt plus le code généré. Les acteurs, ça va être l'IA promptée par le dev, moi. Et l'output, ça va être un fichier MD qui contient mes conventions de code et mon architecture. Ensuite, on va passer à la partie plus comment est-ce que je veux que Claude fonctionne. Pas le code qu'il doit générer, comment il doit être structuré, mais plutôt son process. Donc là, je parle de process decision record. Je vais créer avec Claude une commande custom que je vais appeler generate exec spec, je crois, où je vais lui dire comment est-ce que je veux qu'il fonctionne. Et là, je vais lui dire, moi, actuellement, je dis que je veux qu'il fonctionne selon un système un peu BDD, ou TDD, BDD, c'est un peu la même chose, où je veux que d'abord, il rédige un test basé sur un scénario que j'ai créé, qui vérifie que le test échoue, qui ne fasse aucune ligne de code, et qu'une fois que le test échoue bien, il génère l'implémentation avec le strict minimum pour faire passer le test. Et sur un seul scénario, sans qu'il fasse du code qui ne sert à rien, qui n'est pas parcouru par mon test. Donc en input, on va voir le prompt plus évidemment la code base. En acteur, ça va être Claude Code actuellement, mais ça peut être autre chose, prompté par le dev. Et en output, on va voir le fichier MD contenant la commande. Et ça, du coup, je le fais avec la commande vocale, un peu comme toi. C'est vachement plus pratique. Et enfin, on va arriver à ce qu'on appelle la phase de compilation. Donc, quand je dis compilation, c'est qu'on voit un petit peu l'IA comme un compileur un peu haut niveau, qui est avec le langage naturel en entrée et le code en sortie. Et là, je vais utiliser ma commande custom en lisant, je veux générer le code de cette fonctionnalité. Et là, je lui passe juste l'ID du scénario que je veux générer, et l'IA va agir comme un compileur, elle va transformer ce scénario, en code, avec, donc, en se basant sur le test, le faisant passer, au RED, implémentant le code et faisant passer le test. Et une fois que le test est vert, en fait, on a normalement notre fonctionnalité qui fonctionne par rapport à ce que nous, on attendait au début. Et donc, l'output, ça va être ce qu'on appelle les specs exécutables, c'est-à-dire le fait que le test se base sur un scénario et que le test, on puisse les exécuter. Une fois que le code fonctionne par rapport à ce qu'on attend, je vais directement passer sur le commit.
Ok, ça fonctionne, je n'ai pas besoin de refactoriser, je sais que ça fonctionne, donc je commit, et je passe dans un cycle de refactorisation, qui celui-là, il peut être manuel, ou il peut être aidé par l'IA, ou parfois je dis à l'IA, tiens, tu as fait comme ça, utilise plutôt le constructeur, utilise plutôt blablabla, je ne sais pas quoi. Et en fait, on vérifie d'abord que ça fonctionne, et ensuite, on l'améliore. Et je refais une commit une fois que j'ai fait ma refacto, avec les tests qui sont bien sûr en garde-fou derrière, qui me permettent de vérifier que tout fonctionne bien toujours, dès que je fais une modif et dès que Claude fait une modif. Donc voilà à peu près mon process. J'ai fait une petite vidéo, j'ai essayé de la raccourcir le plus possible pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'ai fait des cuts un peu foireux parce que je suis nul en vidéo. Est-ce que je perds la souris là, ici? Non, merde, je vais faire n'importe. Tu le vois où? Ouais, c'est celui de la... Si tu passes sur la vidéo. Ah ouais. Ok, je le vois pas sur l'écran en fait. C'est compliqué. Alors, attendez, je vais arriver. J'ai pas le même écran en fait ici que là, donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu. Ok. Ok. Non. C'est vrai. Bravo. Merci. Ouais, c'est normal. Ça, c'est fait exprès. Donc, j'ai sur Linear Miser Story. Donc, Miser Story, je mettrai tout ça sur mon LinkedIn en open pour ceux qui veulent checker un peu plus. Je ne sais pas si c'est très visible au fond. Mais avec Miser Story et mes règles métiers. En tant que client, je vais pouvoir ajouter un produit à une commande afin de commander le produit. J'ai dégagé des règles métiers. Enfin, on a dégagé avec le PO, etc., des règles métiers. Ensuite, j'ai un scénario. C'est-à-dire, un scénario, ça va viser une règle métier. Donc là, le scénario, ça va être, étant donné qu'il n'y a pas de commande enregistrée, quand j'ajoute le produit avec l'identifiant 2 et une quantité de 2, alors la quantité du produit 2 dans la commande doit être de 2. C'est très très simple, on est d'accord, mais ça marche aussi sur des exemples évidemment plus compliqués. Une fois que j'ai ça, en fait, je vais avoir ma code base. Alors c'est pareil, pour ceux qui sont au fond, c'est pas très très visible, mais j'ai une architecture avec des vertical slices, de la clean architecture, etc., et des tests, un test déjà mis en place. Donc, on va passer relativement vite. Donc, j'ai le contrôleur qui appelle le use case qui exécute les entrées utilisateurs, en passant par le constructeur de l'entité du produit, des validations. J'ai une interface de repository pour pouvoir la switcher sur mes tests, pour éviter que ça tape en base de données, et j'ai une implémentation réelle du repository qui vient taper sur la base de données avec un horaire. Donc, à partir de là, je vais démarrer Claude, et je vais lui demander d'extraire en fait mes décisions d'architecture et de code. Donc, extrait les conventions de code d'architecture dans, je ne sais pas écrire, dans un fichier d'ADR. Donc là, je vais laisser mouiner. Évidemment, j'ai cuté parce que ça prend un peu plus de temps que ça. Il va me générer un fichier qui est quand même assez fat, qui va contenir, et c'est super, super pertinent en général, qui va contenir exactement tout ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, quel techno, blablabla, des exemples du module que j'ai créé moi. Et ça, il va pouvoir s'en resservir lui derrière. Ensuite, je vais avoir ma commande custom que j'ai développée en mode vocal sur Claude en ligne, où je vais lui dire, je veux que tu suives un scénario TDD avec plusieurs phases, la phase green, la phase red, la phase green et la phase refactor. Je veux surtout que tu ne génères pas de code qui n'est pas nécessaire à un test, etc. Une fois que j'ai ça, je vais juste récupérer l'identifiant de mon scénario et je vais exécuter ma ligne de commande custom en lui passant l'ID du scénario. Donc, il est branché en MCP à linéaire. Il va me dire, OK, est-ce que c'est bien ce scénario que tu veux créer en code? Il va me demander de valider. Je crois que j'ai fait un code bizarre à un moment, mais je vais dire yes. Je l'ai mis en mode plan aussi, avec les edits qui sont auto-acceptés. Il va me générer le test quand je vais lui dire yes, tranquillement. C'est là où j'ai fait un truc bizarre, je pense. Et c'est hyper important que les edits elles soient acceptées, c'est-à-dire que je ne vérifie pas chaque modification de Claude. Non, je lui laisse faire tout ce qu'il veut. Et ensuite, je vais aller vérifier dans mon git diff juste les fichiers qu'il a modifiés. C'est pour ça que c'est important de faire des commits très très petits. Comme ça, je peux vérifier tout ce qu'il a modifié derrière, en fait. Je n'ai pas besoin de vérifier manuellement, ce qui me fait perdre du temps. Donc là, je vais juste vérifier que, alors celui-là, j'aurais dû le commit avant, que le test a été généré. OK, le test avec mon demise repository,
mon scénario qui est implémenté, donc un test, un scénario. Je regarde si mon test correspond à ce que j'avais en tête. Et si ça paraît cohérent, je commit le test. Qui est en RAID, bien sûr. Le test ne fonctionne pas parce que le code n'existe pas encore. Je suis en pause. À partir de là, je vais lui demander de passer dans la phase 2. Enfin, il va le faire tout seul. Il va me demander est-ce que tu veux que je crée l'implémentation pour ce test. Si le test me convient, je vais lui dire oui. Il va pareil me faire un plan sur ce qu'il veut implémenter, etc. Et là, pareil, les edits sont auto-acceptés, c'est-à-dire que je laisse Claude bosser. Et quand il aura fini de rédiger l'implémentation, je vais aller checker les fichiers modifiés. Et je vais regarder si ça correspond à ce que j'attends. Mais même si ça ne correspond pas à ce que j'attends, tant que le test fonctionne, je vais committer. Parce qu'on fait d'abord fonctionner, ensuite on améliorera. Donc là, je vois ici qu'il y a des trucs qui sont un peu foireux. Il ajoute l'ID, il passe un order align sur mon constructeur, alors que j'aurais voulu que le constructeur gère tout seul. Mais c'est pas grave. Si je lance le test, je vais voir que ça fonctionne et du coup, je commit. Donc là, je vais faire mon commit, normalement. Ah oui, non, je relance le test manuellement. Parce qu'en fait, il le fait tout seul, Claude, mais sur le coup, sur cette partie-là, j'aime bien le relancer manuellement, juste pour vérifier que ça fonctionne bien. Petit problème de confiance. Et donc là, je commit en mettant le nom du scénario, idéalement ce que j'ai fait, enfin l'ID du scénario, pardon, idéalement ce que j'ai fait. Donc add product to order, qu'est-ce que j'ai mis? Implémentation, je ne suis pas hyper sûr du nom du commit, c'est pas très grave. Ah, j'écris un peu lentement. Une fois que j'ai commité, en fait, là, je vais passer dans la phase de refacto. Et dans la phase de refacto, soit je le fais manuellement, soit, et là, je suis passé un peu vite, mais là, je lui ai dit en entrée, attends, il y a un petit problème avec le constructeur, fais-le plutôt directement tout dans l'entité pour éviter que les logiques métiers dans l'use case, fais ça, fais ceci, etc. Et je regarde, en fait, si derrière, il m'a bien généré ce que j'ai voulu. Donc là, il m'a modifié 3 fichiers. Je regarde les modifs. Il y aura encore quelques modifications à faire pour que ça corresponde bien à ce que j'attends. Mais on va dire que c'est acceptable. Et du coup, je vais faire mon commit en disant « Ok, ça fonctionne bien. La refacto est correcte par rapport à ce que j'ai. Mes tests, ils sont toujours au vert. Mes tests unitaires, en tout cas, ils sont toujours au vert. Et du coup, je peux committer avec mon truc de refacto. » Et voilà à peu près mon process. J'avais aussi une étape que je suis en train de mettre en place où j'utilise des agents, des subagents, où en fait, je ne vais pas documenter, mais j'ai essayé, une fois que j'ai fait mon commit et ma fonctionnalité marche, j'essaie de créer des subagents qui vont venir checker la performance de mon code, la qualité, et me faire des améliorations, des propositions d'amélioration que je vais prendre ou pas. Et souvent, j'essaie de les faire générer dans un fichier MD pour que ça me serve juste de me dire « Ok, j'aurais pu faire ça, je le fais, je le fais pas, ça c'est libre à moi. » Mais en tout cas, il essaie de me proposer des choses. Tu enlèves l'écran. J'y arrive juste. Hop. Bon, on va y arriver comme ça. Donc, en conclusion, le vibe code, il a des cas d'usage, comme on en a parlé tout à l'heure. Pour l'époque, c'est top. Pour les trucs qu'on jette, finalement, on vient de tester des idées, on vient de tester le marché ou autre, ça peut être très utile. Par contre, pour des applications un peu plus maintenables dans le temps, en fait, les pratiques craft, typées, agiles, etc., je trouve qu'elles sont, comme tu disais, elles sont même encore plus au goût du jour parce qu'elles sont indispensables pour bosser correctement avec l'IA. Donc, pour moi, l'IA, elle ne remplace pas le dev. En fait, elle va juste l'augmenter. Et comme tu disais, c'est un augmentateur, un amplificateur de performance. Donc, si vous avez utilisé déjà des bonnes pratiques, l'IA va pouvoir les utiliser. Sinon, en fait, ça va être un peu la cata, je trouve. Voilà, petit moment auto-promo. J'ai mon LinkedIn. Si vous voulez suivre, je vais mettre les slides et le code sur GitHub en open. Merci. Hein? On est d'accord tous les trois. Ouais. On n'a pas eu un peu. On a fait la soirée du consensus. Là. Il y a une vidéo d'un mec de OpenAI, Sean Grove, je crois, sur les specs. Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous la conseille fortement. Elle est vraiment hyper intéressante. Il y a un des points qui met en lumière qui est je trouve assez parlant.
où il explique en gros que pré-AI, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait du code et que notre code, c'était notre source de vérité. Et cette source de vérité, on la compile et donc on a des exécutables derrière, mais ces exécutables, en fait, on s'en fout. Dès qu'on a une nouvelle version du code, on recompile, on balance l'exécutable d'avant, etc. Donc c'est du jetable cette partie-là. Et ce qui est arrivé avec le vibe coding, ce qui est bizarre, c'est que la partie prompt, la partie langage naturel qu'on met pour générer du code, c'est ça notre source de vérité. Sauf qu'en vibe codant, les prompts, on les jette. Donc on continue à conserver le code qui est généré, mais on jette la source de vérité. Et c'est pour ça qu'il y a un truc qui est un peu étrange. Et du coup, l'approche spec, moi je trouve qu'elle est vraiment hyper intéressante sur ce côté où justement on met un élément un peu tangible, un peu concret, qui devient cette source de vérité. Donc ouais, je trouve cette approche hyper prometteuse. Donc du coup, merci beaucoup David. Est-ce qu'on a des questions? Ouais. Merci David. Deuxième présentation, toujours parfait. Petit promo. Du coup, j'avais une question. Est-ce que tu as testé SpecKit? Ouais. Parce que j'ai trouvé très très verbeux et au final peu intuitif. Ouais, je l'ai testé. Sur certains trucs, j'étais là, putain, c'est ouf. Et sur d'autres trucs, j'étais là, mais c'est trop bizarre. J'ai l'impression de faire un cycle en V agile, quoi. Parce qu'en fait, il génère des tonnes et des tonnes de fichiers MD qui font au final qu'on a peur de modifier des choses, qu'il y a tellement de trucs qui ont été générés qu'il y a un truc un peu bizarre. Et moi, ce qui me dérange aussi là-dessus, c'est qu'en fait, il intègre la partie de spec dans le process du dev, comme si c'était que le dev qui gérait les specs, en fait. Pour moi, en fait, cette partie-là, elle doit presque être sortie de l'IA. On peut s'en servir, on spécifie avant, parce que les besoins métiers, l'IA ne peut pas les deviner. Et avec le spec driven development, enfin les outils de spec comme GitHub Spec, etc., en fait, elles sont intégrées dans le processus de dev, donc je trouve un peu étrange. Pour moi, c'est un truc qu'on fait en amont, en discussion avec l'équipe. Ouais. Ma question était justement vis-à-vis de savoir si tu avais testé GitHub SpecKit ou BMAD ou des choses comme ça. D'ailleurs, dans BMAD, il y a bien deux phases bien séparées de spécification et implémentation. BMAD, tu dis? BMAD, BMAD. C'est une méthode à base de multiples agents en deux phases. Et donc, là, tu viens parce que ça ressemble beaucoup à du SpecKit aussi quand même. Ouais. Sauf qu'il y a un chemin, effectivement, c'est opinionated. Mais on peut quand même revenir dessus. Enfin, ça fait plusieurs semaines que j'en fais. On peut revenir dessus, on peut revenir en arrière. Et... BMAD, je checkerai, ouais, carrément. Et puis, ça évolue pas mal. Ça a pas mal évolué par rapport à la première version. Ok. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Je sais plus si tu as parlé d'utiliser le mode vocal de ton côté. Ok. En français. Parce que j'ai été hyper déçu à chaque fois. Avec quel du coup outil tu as pu avoir des bons résultats en mode vocal? Parce que moi, à part utiliser les transcripts d'outils qui sont super bons, où je sors d'une réunion et je passe le transcript, dès que j'utilise le mode vocal de tous les assistants de code, je les trouve vraiment nazes dans ce qu'ils me font. Bah moi, je l'ai utilisé premièrement pour la génération de la commande custom, où je mets mon process. Ça, je l'ai fait dans le cloud sur la version web. Le truc que j'ai pas utilisé, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, c'est la partie vocale dans Cloud directement. Claude ne l'a pas, mais Copilot là, on l'a dans plein d'autres outils. Ouais. Non, mis à part sur la partie Cloud sur le web qui a la partie commande vocale, en tout cas qu'il avait à un moment. Je l'utilise pas parce que j'utilise WebStorm avec le plugin Cloud. Et il ne me semble pas que ça y est sur la partie vocale là-dessus. Je crois pas. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Merci. J'ai une petite question. Ton point de vue en tant que développeur du coup expérimenté du craft et de l'IA du coup aussi maintenant en termes d'onboarding et d'apprentissage des futurs développeurs. Est-ce que tu mettrais une bonne maîtrise de justement comment utiliser l'IA de la bonne façon? Ou d'abord connaître les méthodes craft et vraiment savoir architecturer et concevoir un code de qualité? Comment tu conseillerais l'articulation des deux mondes en termes d'apprentissage? C'est une bonne question. Les pratiques craft, de toute façon, ce que je sais aujourd'hui, dans 2 ans, je le remettrai en question, etc. Donc, c'est un processus qui est infini, qui est continu. Donc, je pense que c'est toujours bien d'onboarder en se forçant à apprendre les bonnes pratiques. Pour moi, c'est pas indispensable pour commencer à bosser. Si déjà, il y a une partie du code qui peut être générée par l'IA et que le dev, aujourd'hui, je pense qu'ils doivent savoir se servir de l'IA, parce qu'il va pouvoir se servir de l'IA pour analyser le code et lui apprendre aussi les pratiques craft.
Donc, je pense que si on a un junior qui est dans une team et qui a ce genre de repo, il va pouvoir utiliser les IA pour dire, OK, est-ce que tu peux m'expliquer ce pattern-là? Est-ce que tu peux m'expliquer l'inversion de dépendance par rapport à ce code-là? Et je pense que ça va aider. Après, bien sûr, il y a toujours, dans les autres pratiques craft, il va y avoir le pair, le mob programming, où en fait, ça va être indispensable pour dire, OK, tu as bossé comme ça, très bien, ça fonctionne, mais demain, on verra ensemble une autre petite façon de bosser et essayer d'aller par petits incréments de connaissances, quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Ouais, je pense que j'aime bien l'aspect, finalement, l'humain sur du pair et voir différentes manières d'utiliser ces outils-là. Je trouve ça répond à ma question. Ouais. Il y a un truc, dans les pratiques craft, souvent, il y a un côté un peu artisan, comme tu dis, mais il y a parfois un côté un peu élitiste qui, et pourtant, c'est un truc dans les pratiques craft et dans l'agilité, etc., c'est la transmission de connaissances. Et pourtant, dans le craft, parfois, on perd ça. Il y a un peu ce côté, je fais du craft, toi, tu fais pas de craft, donc tu fais de la merde. Du coup, je pense que c'est articulé. On dit, OK, il y a un nouveau dev, on va l'onboarder. On lui apprend progressivement les pratiques craft. On accepte qu'il fasse des trucs différents, qui sont pas forcément au diapason de la qualité de l'entreprise. Mais tant que ça marche, progressivement, on pourra améliorer ça. Et tant qu'il y a des tests, de toute façon, il pourra revenir sur son code dans un an, dans 2 mois, dans n'importe quand pour l'améliorer, quoi, en amélioration continue. OK, merci. Ouais, merci pour le talk. Moi, je me pose la question de comment tu gères les temps morts. Les temps morts, t'as dit ? Ouais, les temps morts, parce que en fait, très souvent, on a l'IA qui est en train de réfléchir plusieurs minutes, va peut-être exécuter des tests, va s'apercevoir qu'il y a 3 tests qui plantent, elle va repartir dans une boucle etc., quoi. Donc du coup, ça veut dire que soit tu vas prendre un café et puis tu reviens 20 minutes après et voilà. Soit tu te mets à paralyser un peu plus les choses, peut-être utiliser des worktrees, ou est-ce que tu as un petit peu atteint des limites dans l'outillage qu'on a aujourd'hui? Est-ce que tu as des outils à conseiller? Moi, je sais par exemple que je suis assez intéressé par Jojutsu, qui est une surcouche à Git qui permet de faciliter le changement de branche ou des choses comme ça. C'est des choses que je me pose des questions sur l'outillage, en fait, au quotidien, liées au vibe coding, du fait de ces contextes, de ces changements de contexte et la potentielle paralysation qu'on peut avoir. Je suis pas très calé là-dessus, ça avoue. Je les ai pas vraiment testés, les agents parallèles, etc. Et pour être un peu honnête, je suis assez... En fait, l'IA, je trouve, elle m'apporte de la productivité, elle me fait développer plus vite, elle me fait développer mieux surtout. Et en plus de ça, elle m'apporte le confort de pouvoir prendre des pauses de temps en temps, ce qui fait que si je prends 5 minutes de pause parce que l'IA bosse sur un truc, au bout de 5 minutes, un peu comme en Pomodoro, hein, je suis vachement plus d'attaque. Donc, je suis pas forcément dans l'idée, je suis pas forcément fan de me dire, je vais mettre plein de trucs en parallèle. Pour mon cerveau, il va être actif dans tous les sens et au bout de 3 heures, je suis cramé et je vais dormir. Donc, je me dis, en fait, je bosse plus vite. J'ai des moments où je peux rien faire ou doom scroller, j'en sais rien. Et en fait, du coup, j'ai un peu mon confort de dev, il est amélioré et en même temps, je produis mieux. Donc, je suis pas sûr que la solution, que l'IA soit dans un but de produire toujours plus vite, toujours plus de choses, etc. Parce que sinon, on va rentrer dans un truc où, en fait, c'est infini, quoi. La quête de la productivité, ça va être super compliqué. Mais au-delà de ça, il y a quand même une perte de focus potentielle, de se dire, il faut que j'attende la machine. Et donc, je vais devoir faire quelque chose, peut-être aller doom scroller. et du coup, tu perds. Tu vois, j'entends l'aspect over-productivité, etc. Et peut-être à outrance, j'adhère complètement, mais il y a aussi l'autre partie du curseur, quoi, qui est de se dire, on se met complètement en attente et un peu esclave de la machine et du LLM avec lequel on échange. Qui moi me pose un peu question. Pas forcément souci, mais au moins question. Mais je t'avoue que j'ai pas trop rencontré ce souci, parce que vu que j'essaie de bosser sur des commits très incrémentaux, du TDD, des cycles, en fait, des phases, en fait, l'IA, elle bosse pas tant que ça. Je consomme jamais mes tokens, par exemple. Par contre, effectivement, si on bosse pas en TDD, qu'on fait des grosses fonctionnalités d'un coup, ouais, l'IA prend vachement plus de temps. Mais plus on limite le contexte, plus l'IA va bosser vite, en fait, comme un dev, plus on est monotâche un peu. Donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser les vertical slides, que j'aime bien utiliser des scénarios où je fais le minimum de code possible, parce que du coup, l'IA, elle bosse plus vite aussi, quoi. Donc, en fait, le cycle est en agilité, en fait, on a des feedbacks très, très rapides, quoi.
Donc je trouve que là-dessus, j'ai pas trop de soucis sur les. Actuellement, peut-être que je l'aurai un peu plus tard et peut-être que du coup, je reviendrai sur mon opinion. Mais... Merci. Alors, pour la petite information sur ce sujet-là, et c'est véridique, il y a une start-up de Y Combinator qui fait un IDE boosté à l'IA dans lequel on peut, pendant que ça bosse, aller sur Tinder, TikTok, machin, etc. C'est pas une blague. Il y a des gens qui ont levé du pognon là-dessus, qui sont dans un des plus gros incubateurs du monde. Bref, voilà. Hein c'est une vraie question, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Parce que le 25e café de la journée, au bout d'un moment, on chill. Il pique un peu. Merci David. Merci.